La cloche de l'hôtel de ville a déjà sonné l'office du soir, mais les commerçants ne se pressent pas pour fermer boutique. Près du comptoir de la boucherie, la dispute s'éteint aussi brusquement qu'une bougie dans le vent. Il y a une seconde encore, le propriétaire de la boutique marchandait un jambon. Mais maintenant, il se tient debout, un couteau serré dans la main, et regarde par-dessus les têtes vers la maison voisine. Sur la galerie en bois, une femme vêtue d'un simple manteau emporte précipitamment un panier. Quelqu'un murmure qu'on l'a vue la nuit dernière sur le seuil d'une maison étrangère. Quelqu'un ajoute que son mari était absent à ce moment-là. Quelqu'un d'autre affirme presque qu'elle n'est pas simplement entrée, mais qu'elle a fait quelque chose qui ferait rougir même les vieilles femmes. Dans quelques semaines, le greffier municipal inscrira soigneusement dans le registre des amendes que tel mari et telle femme ont payé une certaine somme pour atteinte à l'honneur de la maison et se sont engagés à quitter le quartier. La dispute au comptoir s'effacera de la mémoire, mais l'inscription dans le registre restera. La rumeur se transforme en verdict d'un simple trait de plume. C'est là que réside la force de l'honneur familial au Moyen Âge et au début de l'époque moderne. Ce qui commençait comme une rumeur, une blague, un fragment de commérage au marché, pouvait se terminer par une perte d'argent réelle, la perte d'un métier, l'exil, la rupture du mariage. Dans les mythes habituels sur le passé, cette réalité est presque toujours perdue. On nous parle soit des temps saints, où tout le monde vivait soi-disant selon les lois divines, et où la moindre infraction était immédiatement punie de mort, soit d'une débauche sans fin, où les chevaliers et les nonnes ne faisaient que transgresser les interdits. Ces deux images sont commodes, toutes deux spectaculaires, mais elles ne correspondent guère à ce que l'on peut lire dans les ordonnances municipales, les statuts ecclésiastiques, les contrats de mariage et les registres des amendes. Derrière les formules sèches, insultes, honte, suspicion d'immoralité, se cachait non pas un moralisme abstrait, mais une économie très concrète du corps et de la réputation. Dans les villes de l'Europe latine, la famille était perçue comme une petite exploitation, à la fois un investissement et un projet. L'honneur de la maison était une ressource au même titre que la boutique, les outils ou la maison située dans la rue principale. Il garantissait le crédit, l'accès au mariage avec des partenaires appropriés, la possibilité d'entrer dans une corporation, l'espoir d'un apprentissage avantageux pour les enfants adultes. Si, dans les conversations des voisins, cet honneur commençait à se fissurer, les projets d'avenir s'effondraient avec lui. Les normes officielles le rappelaient constamment. Les statuts des villes italiennes, les chartes des corporations allemandes et flamandes, les ordonnances françaises sur la moralité reprenaient tous la même idée. L'honneur de la famille n'appartient pas à une seule personne. Par son comportement, une citadine mariée pouvait saper non seulement l'autorité de son mari, mais aussi les perspectives financières de ses frères. Un jeune artisan soupçonné d'avoir des relations indécentes risquait non seulement sa propre réputation, mais aussi l'avenir de l'atelier dans lequel travaillaient ses parents adultes. Derrière cela se cachaient non seulement les paroles des prêtres, mais aussi des mécanismes juridiques très concrets. Dans les registres municipaux des amendes, certaines pages sont presque entièrement consacrées aux sanctions pour violence, vol et dette, mais entre elles, comme des bandes épaisses et sombres, se trouvent des notes sur les paroles. Pour une insulte assimilée à une accusation de débauche, l'amende pouvait être comparable à plusieurs mois de salaire. Parfois, elle était complétée par des nuits en prison, parfois par une expulsion temporaire de la ville, parfois par l'obligation de reconnaître publiquement que les paroles ne correspondaient pas à la vérité. La personne pensait avoir simplement parlé à tort et à travers lors d'une dispute, mais le tribunal y voyait un préjudice pour toute la maison et le quartier, où l'on craindrait désormais la famille impure. C'est là que le mythe de la débauche totale commence à s'effriter. Il est facile de dire que dans les villes de la fin du Moyen Âge, personne ne prêtait attention aux rumeurs et que tout le monde vivait comme il l'entendait.
Mais les procès-verbaux montrent le contraire. Des dizaines d'adultes, des voisins aux parents, sont prêts à aller au tribunal et à raconter pendant des heures qui a vu qui, quels gestes ont été jugés inacceptables, quelles visites tardives ont semblé suspectes. La vie privée n'a pas disparu, mais elle risquait constamment de faire l'objet d'un interrogatoire collectif. Dans le même temps, le mythe opposé, celui des exécutions immédiates pour la moindre tâche, ne résiste pas à la comparaison avec les documents. Dans des légendes frappantes, les nobles auraient muré leurs filles dans un mur, les marchands auraient jeté leurs femmes du haut d'une tour sans hésiter, les monastères se seraient transformés en petites chambres de torture pour les déchus. Ces histoires ont été activement réécrites par les moralistes, les romanciers et les compilateurs populaires tardifs sur les horreurs des temps anciens. Mais dans les registres judiciaires réels, on trouve beaucoup plus souvent d'autres punitions, de longues listes d'amendes, d'injonctions, d'actes de réconciliation, d'accords de séparation. La fin sanglante, dont les récits fictifs aiment faire état, était une exception rare et était généralement liée à la politique ou aux guerres de propriété au sein de l'élite. Une famille urbaine ordinaire était beaucoup plus souvent confrontée à une pression longue et épuisante qu'à une exécution rapide. Néanmoins, la possibilité même d'une issue aussi fatale vivait dans l'imagination des gens. Les prédicateurs aimaient citer des exemples de pères qui n'ont pas épargné leur propre sang pour l'honneur. Les chroniqueurs racontaient parfois des histoires de juges qui auraient préféré exécuter leur propre fille plutôt que de laisser le déshonneur s'abattre sur leur famille. Les contemporains ne savaient peut-être pas si cela s'était réellement produit, mais ils sentaient que les gens étaient prêts à renoncer à tout pour protéger la réputation de leur maison. C'est pourquoi même la moindre allusion à la honte était perçue de manière si aiguë, derrière elle se cachait non seulement le montant de l'amende, mais aussi l'image fragile de ce dont les proches et les autorités étaient capables. Le système, dans lequel la rumeur devenait un fait juridique, était géré par les tribunaux municipaux et ecclésiastiques. Chacun avait ses propres outils. Les magistrats municipaux veillaient à l'ordre dans les rues et à la protection des droits de propriété, mais ils ont progressivement pris le contrôle du comportement des habitants. Les statuts des villes allemandes et suisses de la fin du Moyen Âge comportent des sections distinctes sur les abus contre l'honneur et l'ordre moral. Ils énumèrent non seulement les bagarres et les insultes grossières, mais aussi les réunions nocturnes, les visites suspectes, les festins bruyants, qui étaient considérés comme une menace pour la stabilité du quartier. Les tribunaux ecclésiastiques, en particulier dans les grands centres épiscopaux et après la réforme du droit matrimonial, sont devenus le principal lieu où l'on discutait de l'honneur familial. Les questions purement spirituelles y étaient moins nombreuses qu'on pourrait le penser. Il était beaucoup plus souvent question de promesses matrimoniales, de fiançailles rompues, de soupçons d'infidélité, de litiges concernant la dot et la légalité de l'union. La communauté paroissiale vivait de rumeurs. Si les voisins adultes estimaient que le fiancé avait trompé la fiancée en lui promettant le mariage et en disparaissant, ils pouvaient convaincre les proches de saisir le tribunal ecclésiastique. Si un mari adulte était convaincu que sa femme lui avait fait honte, il cherchait non seulement une justification morale, mais aussi un moyen légal de se débarrasser d'elle sans perdre ses biens. Dans ces procès, le corps humain était considéré comme un champ de preuves, non pas dans ses détails naturalistes, mais à travers des indices indirects. Des médecins et des sages-femmes étaient parfois appelés en tant qu'experts, mais le plus souvent, les juges s'appuyaient sur les témoignages d'adultes et sur des documents. Ils pouvaient discuter pour savoir si les voisins avaient été vus ensemble trop tard, s'ils avaient dormi sous le même toit sans le consentement de leur famille, s'ils étaient apparus ensemble lors de fêtes, contrairement à la norme. Ils pouvaient se demander si l'histoire d'une maladie soudaine, à cause de laquelle la cérémonie de mariage était reportée à plusieurs reprises, était plausible. Chaque fait de ce type était consigné dans des actes où,
Derrière le langage administratif neutre se cachèrent la peur et la honte de personnes bien réelles. La pratique réelle s'avère beaucoup plus terre-à-terre et motivée par des raisons économiques que les mythes retentissants sur les temps saints. Lorsque le tribunal ecclésiastique était confronté à un couple adulte dont la relation faisait scandale, il cherchait rarement à infliger la peine maximale. Il était beaucoup plus important de réintégrer la situation dans un système compréhensible. Si l'union pouvait être légalisée, en particulier en présence d'une dot et du soutien des deux familles, les juges s'orientaient vers cette solution. Si la réputation de l'un des conjoints était déjà irrémédiablement compromise, ils cherchaient un compromis. Ils autorisaient la séparation, mais lui attribuaient une partie des biens afin de ne pas le pousser à la misère et à la criminalité. Dans les cas les plus graves, l'autorité ecclésiastique renvoyait l'affaire devant un tribunal civil, mais même alors, l'espoir d'une solution pacifique subsistait. Les magistrats municipaux n'étaient pas intéressés par des exécutions massives, ils avaient besoin de contribuables et d'artisans vivants. C'est à ce stade qu'apparaît le deuxième tournant important du mythe contre le document. Dans l'imaginaire populaire, l'Église se souciait exclusivement de l'aspect spirituel, ignorant les conséquences réelles pour les gens. Les documents montrent toutefois autre chose. Les tribunaux ecclésiastiques s'occupaient en fait d'ingénierie sociale. Ils réglaient les mariages et l'honneur familial, car cela leur permettait de maintenir la communauté dans certains cadres. Les sermons menacèrent de tourments infernaux et d'une honte éternelle, mais les décisions judiciaires opéraient beaucoup plus souvent en termes tout à fait matériels. Qui paierait une compensation? Quelle maison serait considérée comme pure, qui aurait droit à une dot? La crainte d'un châtiment après la mort était renforcée par la crainte de se retrouver sans moyen de subsistance dès le lendemain. Dans le même temps, les prédicateurs et les moralistes propageaient activement des rumeurs sur des pratiques extrêmes, presque incroyables. Sur les places publiques et dans les recueils manuscrits d'exemples, on trouve des récits selon lesquels il existait dans une certaine ville une chambre secrète où les personnes qui déshonoraient leur famille étaient torturées jusqu'à ce qu'elles renoncent à tous leurs droits. Ou encore des histoires de monastères où les moines et les nonnes adultes qui avaient violé leurs vœux se voyaient prescrire des traitements qui ressemblaient davantage à des fantasmes qu'à des procédures réelles. Ces récits étaient attrayants précisément en raison de leur cruauté et de leurs détails, bien qu'il n'existe pratiquement aucune preuve documentaire à leur sujet. Pourquoi était-il nécessaire si les tribunaux disposaient déjà d'un pouvoir réel? Ils servaient d'instruments de propagande et de discipline. Une personne qui, depuis son enfance, entend des histoires de pécheurs emmurés et de punitions curatives sophistiquées est moins encline à tester les limites de ce qui est permis. Même si, dans la pratique, tout se limite à une restriction des sacrements, à l'excommunication de la communauté ou à une amende importante, l'imagination ajoute à cela des images beaucoup plus effrayantes. Ainsi, la violence mythique complétait la violence bureaucratique. Au niveau de l'imaginaire, les gens vivaient dans un monde où chaque pas pouvait conduire à une punition immédiate et cruelle, tandis qu'au niveau des documents, ils étaient confrontés dans la plupart des cas à une punition économique et sociale lente, mais non moins destructrice. Les dispositifs de contrôle étaient variés. Dans les communes italiennes, il existait des magistrats spéciaux chargés de surveiller les mœurs. Dans les villes allemandes, des tribunaux statuaient sur les affaires de luxe excessif et de débauche. Dans certaines paroisses françaises et suisses, les assemblées paroissiales se transformaient en fait en tribunaux de la réputation. Les vêtements, la participation aux fêtes, la fréquentation des bains publics, les visites chez des étrangers, voire le choix de l'itinéraire pour se rendre au marché, tout cela pouvait faire l'objet de discussions. Les femmes qui se promenaient dans les rues le soir sans être accompagnées d'un parent adulte faisaient l'objet d'une attention particulière. Les hommes qui passaient trop de temps à la taverne et changeaient souvent de compagnie risquaient d'être considérés comme peu fiables.
chaque symptôme de ce type n'était pas considéré isolément, mais en relation avec l'honneur de la famille. Dans ce contexte, les contrats de mariage apparaissent comme une tentative de fixer à l'avance tout ce qui pourrait être source de conflit. Ils stipulaient le montant de la dot, les conditions de vie, les droits sur les biens et l'ordre de succession. Mais entre les lignes, il y avait toujours une autre condition. L'union future devait renforcer et non détruire l'honneur des deux parties. Si, des années plus tard, des rumeurs commençaient à circuler, selon lesquelles l'un des époux se comportait comme s'il avait oublié cette clause tacite, le contrat devenait une arme. Les proches pouvaient affirmer qu'ils avaient été trompés, mariés à une personne dont les défauts avaient été cachés. Ils exigeaient la révision des conditions, le remboursement d'une partie de la dot, la rupture de l'union. Les actes de réconciliation complétaient cet arsenal. Lorsque le conflit atteignait son paroxysme, les autorités municipales ou ecclésiastiques incitaient souvent les parties non pas à une rupture définitive, mais à une paix officielle. Le document consignait qui accusait qui, quels mots étaient considérés comme offensants, quels dommages étaient évalués en argent. Suivait ensuite une liste d'obligations. Une partie présentait ses excuses, l'autre versait une compensation. Les deux s'engageaient à oublier les anciennes rancunes et à ne pas les évoquer publiquement. Parfois, l'acte exigeait que la partie coupable quitte le quartier ou la ville pendant un certain temps. Dans cette logique, l'honneur de la famille était perçu comme un tissu déchiré. Il ne pouvait être entièrement réparé, mais on pouvait essayer de cacher les dommages jusqu'à ce que le tissu se déchire davantage. Le fait que, dans de telles affaires, le personnel et le collectif se confondaient invariablement semble particulièrement cruel. Un adulte pouvait sincèrement considérer que sa vie privée ne regardait personne, mais aux yeux de ses proches et de ses voisins, il faisait partie d'un projet commun. Un père qui avait investi toutes ses économies dans la dot de sa fille percevait toute atteinte à sa réputation comme une menace pour sa propre survie dans la vieillesse. Les frères voyaient dans la bonne réputation de leur sœur la garantie de leur futur mariage. Dans les villes où les ateliers artisanaux se transmettaient de génération en génération, le comportement odieux d'un membre de la famille pouvait fermer la porte de l'atelier aux autres. Il en résultait une pression dans laquelle les choix d'un adulte étaient constamment évalués à travers le prisme des avantages et des pertes pour toute la famille. C'est en grande partie cette logique qui explique les cas où la famille elle-même a initié la persécution d'un de ses membres. Dans l'optique contemporaine, cela ressemble à une trahison, des parents ou des frères qui soutiennent la punition d'un proche. Mais si l'on regarde avec les yeux de l'époque, on voit autre chose. Dans un contexte de faible garantie sociale et de frontières patrimoniales rigides, la famille voyait dans une seule personne, déshonorante, une menace pour tous. Dans les plaintes contre les conjoints et les parents, on trouve des formules selon lesquelles il n'y a pas d'autre moyen de préserver la maison et le nom. Elles ressemblent à une tentative de justifier la participation à la destruction de sa propre famille pour la sauver. Les médecins et les savants auraient dû, en apparence, adoucir ce tableau par des raisonnements rationnels. Mais la plupart des conceptions médicales du corps, à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne, ne faisaient qu'accroître l'inquiétude. Les théories selon lesquelles les passions excessives ou mauvaises nuisent non seulement à l'âme, mais aussi au corps, ont conduit à la conclusion que la réputation est une question de santé. Cela concernait particulièrement le corps des femmes. Elles étaient décrites comme plus poreuses, sensibles aux influences extérieures, dépendantes de l'équilibre des fluides et des états. De là, il n'y avait qu'un pas à franchir pour affirmer que la honte, les rumeurs, pouvaient littéralement souiller le corps et se transmettre aux enfants. Même si ces idées restaient au niveau des traités, elles alimentaient les craintes existantes et leur donnaient une justification pseudo-scientifique. Les règles monastiques
ajoutait encore une couche supplémentaire à cela. La vie des moines et des moniales adultes était réglementée avec une attention obsessionnelle. Quand ils pouvaient parler, comment ils devaient regarder, quel chemin ils devaient emprunter dans la cour. Les infractions liées au corps et à la sphère intime étaient considérées non seulement comme un péché personnel, mais aussi comme une tâche sur l'ensemble de la communauté. Les actes internes punissaient les coupables par la privation des repas communs, des travaux pénibles, parfois même par le transfert dans une autre maison. Les histoires de cellules secrètes et de punitions sophistiquées, qui ont plus tard effrayé le public, ne trouvent pratiquement aucune confirmation directe dans ces documents, mais elles s'inscrivent parfaitement dans l'image de murs austères, derrière chaque porte desquels se cache soi-disant quelque chose d'horrible, et elles continuent de vivre dans l'imaginaire collectif jusqu'à aujourd'hui. Nous arrivons ainsi au troisième tournant, mythe contre document. La pratique réelle s'avère souvent tout aussi cruelle, mais d'une autre manière. Au lieu d'exécution théâtrale, il s'agit d'une mort sociale longue et prolongée. Au lieu de rituels mystérieux, ce sont des réunions interminables, des interrogatoires de témoins, des amendes croissantes, l'impossibilité de trouver un nouvel emploi ou de se marier. Le mythe promet un épisode marquant et effrayant, après lequel tout prend fin. Les documents montrent une vie dans laquelle la punition peut durer des années. Un adulte qui s'est retrouvé un jour dans le rôle de celui qui déshonore sa famille est contraint de vivre dans une ville où chaque geste, chaque regard lui rappelle son passé. Dans ce contexte, on voit particulièrement clairement comment les moyens de contrôle étaient répartis entre les différentes institutions. Les tribunaux ecclésiastiques contrôlaient les mariages et la moralité sexuelle, les autorités municipales contrôlaient l'ordre et les biens, et la famille contrôlait le comportement de ses membres adultes. Mais en matière d'honneur, ces trois niveaux convergeaient presque toujours. Le prêtre pouvait raconter dans son sermon une nouvelle histoire effrayante sur le prix à payer pour le déshonneur. Le magistrat pouvait rappeler lors d'une audience les nouvelles amendes pour outrage à la pudeur. Les proches pouvaient mettre la personne devant un choix, se soumettre ou être exclu du cercle familial. L'individu vivait à la croisée de ces exigences, essayant de trouver un espace pour son corps et sa vie privée, là où il n'en restait presque plus. Tous ne se sont pas résignés, bien sûr. L'histoire des sources conserve une autre dimension, les stratégies de contournement. Certains couples adultes officialisaient leurs relations par des accords privés et mettaient les tribunaux devant le fait accompli. D'autres profitaient de l'imperfection des communications entre les différents niveaux du pouvoir. Ce qui était pardonné dans une paroisse n'était pas nécessairement connu dans une autre. Certains déménageaient dans une ville voisine, recommençaient leur vie sous un autre nom et blanchissaient progressivement leur réputation en s'appuyant sur une nouvelle communauté qui ne connaissait pas les rumeurs passées. Les actes des conseils municipaux font parfois état de décisions d'accueillir des étrangers à condition que les affaires anciennes ne soient pas discutées tant que les nouveaux habitants se comportent de manière irréprochable. Il existait également des moyens plus subtils de résistance. Dans certains cas, les proches minimisaient délibérément l'importance des rumeurs, refusant de les porter devant les tribunaux, même s'ils en avaient formellement le droit. Dans d'autres cas, ils soutenaient le choix indépendant de leurs filles et fils adultes, même si cela risquait de décevoir les attentes des voisins. Dans les lettres, qui sont parfois miraculeusement conservées dans les archives, on trouve des espoirs prudemment formulés que les temps changeront, que les nouveaux dirigeants ou les nouvelles coutumes assoupliront les règles. Ces voix expriment non seulement la peur, mais aussi le désir obstiné de conserver au moins une partie de leur liberté personnelle. Cependant, les mécanismes de contrôle eux-mêmes ne disparaissent pas avec le temps, mais changent. Plus tard, avec le renforcement des monarchies et la croissance de la bureaucratie, l'État s'implique de plus en plus dans la réglementation de l'honneur familial. Des codes plus détaillés apparaissent,
dans lesquels le divorce, la séparation, la naissance illégitime et l'héritage sont décrits avec une précision méticuleuse. Les tribunaux ecclésiastiques cèdent parfois la place aux tribunaux laïques, parfois continuent à fonctionner en parallèle. Les formes de punition deviennent plus standardisées, mais l'essence reste la même. La rumeur, alimentée par les sermons, la rue et la panique familiale, se transforme en affaire, l'affaire en verdict, le verdict en changement durable de vie. Au quotidien, cela semblait aussi banal et effrayant que la soirée à la boucherie au début de notre récit. Les adultes discutaient de leurs voisins, non seulement par curiosité, mais aussi par crainte de se retrouver à côté de personnes dont l'honneur était remis en question. Un commerçant pouvait préférer ne pas louer une chambre à une famille sur laquelle courent des rumeurs. Un artisan pouvait refuser d'accepter un apprenti adulte au passé douteux, craignant pour la réputation de son atelier. Une femme pouvait refuser d'être amie avec une voisine dont on murmurait, afin de ne pas ternir sa propre réputation. Ainsi, des rumeurs vagues et difficiles à vérifier devenaient des faits sociaux incontestables et la chair des gens devenait un terrain sur lequel s'exerçaient des intérêts économiques et politiques. Plus près de l'époque moderne, de nouveaux mythes apparaissent, cette fois-ci sur le Moyen Âge lui-même. Les auteurs des Lumières aiment dépeindre les siècles passés comme un cauchemar continu de cruauté et de superstition. Les romanciers du XIXe siècle dépeignent avec délectation des scènes de représailles spontanées au nom de l'honneur, où la foule jette immédiatement du haut d'une tour une nouvelle femme déshonorante. Dans ces tableaux, l'Église apparaît comme un allié incontestable de la cruauté. Cette image est commode. Sur fond de cruauté, la modernité semble presque automatiquement plus humaine. Mais les documents contredisent également ce schéma. Ils ne montrent pas un monde en noir et blanc, mais un système complexe de pression et de compromis où les mêmes institutions pouvaient aussi bien détruire des vies que parfois protéger les gens de l'arbitraire d'autrui. En fin de compte, l'histoire de l'honneur familial dans les villes médiévales et modernes n'est pas tant le récit d'exécutions individuelles effroyables que l'histoire de la construction d'un monde entier autour d'une ressource fragile, la réputation. Celle-ci était répartie de manière inégale, liée au sexe, au nom, au métier, à l'appartenance à une communauté particulière. Elle pouvait être légèrement renforcée par de bonnes actions, une vie pieuse, la générosité, et très rapidement perdue à cause d'une seule rumeur. Cette ressource était contrôlée par l'Église, la ville et la famille, chacune ayant ses propres intérêts, mais formant ensemble un système dans lequel le corps humain était le moins personnel qui soit. Lorsque nous regardons ce monde avec les yeux d'aujourd'hui, il est particulièrement tentant de s'en détacher par le biais du temps, dire que de telles pratiques appartiennent à des siècles lointains et sombres. Mais si l'on prête attention à la mécanique plutôt qu'aux mots anciens, le tableau devient étrangement familier. La rumeur, renforcée par l'autorité, se transforme en un fait quasi prouvé. Le fait est consigné dans un document ou dans une décision publique. La vie d'une personne change comme si cette rumeur était vraie. La seule différence est qu'aujourd'hui, au lieu d'un scribe municipal, il peut s'agir d'une autre instance, au lieu d'un registre des amendes, d'un autre registre, au lieu d'un sermon, d'un autre canal de diffusion d'histoires effrayantes sur ce qui arrive à ceux qui déshonorent leur famille, leur communauté ou leur pays. Dans les villes médiévales et modernes, l'honneur de la famille était vraiment un jugement. Parfois salvateur, lorsque les tribunaux et les statuts protégeaient les faibles de l'arbitraire, car une atteinte à leur égard était considérée comme une atteinte à toute la famille, parfois destructeur, lorsque ce même principe justifiait l'expulsion, la rupture du mariage, les humiliations prolongées. Entre le mythe des temps sacrés et une série d'inscriptions arides sur du parchemin, il y a toute une vie humaine, pleine de peurs, de calculs, de compromis et de tentatives
pour survivre dans un monde où votre corps et votre vie privée faisaient partie du compte d'autrui. Et c'est peut-être là la principale leçon à tirer de cette histoire. Le plus effrayant n'est pas les rares extrêmes dont les chroniques et les romans aiment à nous effrayer, mais la machine de contrôle ordinaire, presque imperceptible, qui, année après année, transforme les paroles des autres en votre destin.